Bon, bah, je vais commencer à me présenter. Donc je suis Victoria Bourget, doctorante en seconde année au sein du laboratoire IBISC de l'Université d'Evry, Université Paris-Saclay. Je vais vous présenter donc en effet l'article donc intitulé DeepGoNet qu'on a présenté lors de la conférence de bioinformatique asiatique à PBC. Cet article, en fait, s'inscrit dans le cadre de la médecine de précision. Je vais juste mettre le pointeur laser. La médecine dans le cadre de la médecine de précision, donc en fait, on s'intéresse au profil moléculaire des patients. Donc, profil moléculaire, en fait, ça sous-entend qu'on va s'intéresser aux caractéristiques de bas niveau donc à l'échelle de l'ADN. Et donc, en s'intéressant à ces caractéristiques, on va pouvoir améliorer la prédiction donc, de phénotype qui comprend le diagnostic, le pronostic, la réponse à un traitement, etc. Et donc, ainsi, un médecin, par exemple, pourra prescrire un traitement mieux adapté aux caractéristiques de ces patients. En parallèle, le développement donc, d'algorithmes d'apprentissage automatique précis contribue donc, à l'émergence de cette nouvelle forme de médecine. Et, euh, donc le profil moléculaire donc, des patients comprend différents types de données qu'on appelle données omiques, génomiques, protéomiques, transcriptomiques, et c'est sur ces dernières qu'on s'intéresse. Donc ces données transcriptomiques ou encore données d'expression de gènes, je vais vous le définir tout de suite, mais pour cela, je vais revenir sur les bases de la biologie. Donc comme vous le savez, dans toutes les cellules de notre corps, on a une quantité fixe d'ADN qui est le support de l'information génétique. Et, euh, et en fait, son expression se fait à travers d'autres molécules qui vont être donc l'ARN ou transcriptome et les protéines. Et l'expression génétique, en fait, se mesure, se quantifie par la quantité d'ARN produit qui va varier en fonction donc, des besoins de l'organisme. Et de cette manière, on peut identifier quels sont les gènes les plus importants au bon fonctionnement cellulaire, mais également de repérer les gènes qui seraient à l'origine de dysfonctionnements, aboutissant par exemple à un cancer. Donc ces gènes qui sont surexprimés ou sous-exprimés forment ainsi des indicateurs biologiques qui sont intéressants. On parle aussi de biomarqueurs. Donc du coup, pour extraire donc ces indicateurs, en fait, on va utiliser l'apprentissage profond. Comme vous le savez, un des problèmes majeurs de l'apprentissage profond, mais également donc d'autres modèles d'apprentissage de machine learning, c'est la non-interprétabilité. Donc, c'est-à-dire qu'à une prédiction donnée, on n'est pas capable de fournir une explication. On parle d'effet boîte noire. Or, donc, dans le domaine critique de la biomédecine, par exemple, ça empêche en fait le développement de ces modèles, puisque donc l'interprétation est nécessaire. Donc, notamment, les explications vont être nécessaires aussi bien pour le médecin et ses patients. Le médecin se doit de comprendre comment le modèle fonctionne. Ensuite, il ne faut pas faire seulement confiance à un modèle qui est donc qui, comment dire, prédit très bien, mais il faut s'assurer que ce modèle base ses prédictions sur une représentation fiable des données et ne se concentre pas sur des artefacts non pertinents. Donc ça va permettre, en validant le modèle, ça va permettre également donc de rendre plus confiants les utilisateurs dans leur utilisation donc, du modèle. Ensuite, l'interprétation permet donc également d'aider à la découverte de nouveaux biomarqueurs dans le cadre de la biomédecine. Mais comment on peut interpréter donc ces boîtes noires? Donc il existe actuellement donc, deux grandes classes. Il y a les méthodes post-hoc et les modèles self-explainable. Euh, donc les méthodes post-hoc, en fait, c'est une seconde méthode, une méthode dite d'interprétation qui va permettre d'expliquer les prédictions d'un modèle dit boîte noire. Donc dans cette catégorie, on a les méthodes d'approximation. Donc l'idée, c'est qu'on va approximer donc, le modèle boîte noire. Donc on peut citer les exemples de Lyme. Donc Lyme, en fait, va approximer localement donc tout type de boîte noire par un modèle linéaire, où on a également les systèmes à base de règles, donc DeepRed,
qui va approximer, lui, donc, les réseaux de neurones. Cependant, donc l'un des avantages, ça va permettre donc d'interpréter les modèles qui sont déjà, les modèles boîte noire qui sont déjà pris, mais l'inconvénient, c'est que c'est une approximation. Donc c'est pas une copie originale donc du modèle, et il peut s'avérer que parfois les explications produites en fait, ne correspondraient pas à ce qui serait attendu. Ensuite, on peut aussi avoir différentes explications pour différents types de méthodes produites par différents types de méthodes d'approximation. Donc l'autre classe, en fait, qui est les modèles self-explainable, en fait, ce sont des modèles qui sont par construction interprétables. Donc l'idée, c'est qu'on pourrait s'affranchir, en fait, donc des méthodes post-hoc. Mais donc dans cette classe, ça inclut forcément donc, les modèles que j'ai présenté juste avant, donc les modèles linéaires, les systèmes à base de règles et aussi les arbres de décision qui sont en fait interprétables par essence, mais qui ont des performances réduites en fait sur des données complexes comme les données d'expression. Et donc, sur le deep learning, la méthode la plus connue, et en fait, la littérature se fait très rare, c'est SS2N, qui en fait cherche à imiter donc un modèle linéaire, du coup par un réseau de neurones. Cependant, les explications qui sont fournies par ces deux méthodes consistent généralement en l'identification des variables d'entrée, donc des parties du modèle qui sont importantes pour la prédiction. Malheureusement, sur les données d'expression génétique, ça ne suffit pas car les données en elles-mêmes ne sont pas donc compréhensibles par l'homme, contrairement à l'image ou le texte. Il faudrait donc expliquer donc fournir en fait compléter donc l'explication par les connaissances du domaine pour produire des explications intelligibles. Donc, au lieu de faire ça en post-hoc, on pourrait intégrer directement les connaissances donc, dans le modèle black box. Et par exemple, dans le cadre d'un réseau de neurones, on pourrait associer à chaque neurone un objet biologique bien précis. Donc ici, là, j'ai pris l'exemple de la génontologie. Et une prédiction, en fait, serait expliquée par le set de neurones importants et leurs fonctions biologiques correspondantes. Donc ainsi, nous, on propose donc oui, c'est bon. On propose un nouveau réseau de neurones, donc DeepGoNet, qui est self-explainable, totalement connecté et contraint par les annotations donc, de la génontologie. Donc la génontologie, en fait, c'est un graphe acyclique, graphe acyclique dirigé, qui contient en fait des différentes fonctions qu'on appelle termes Go, qui vont caractériser l'activité génétique. Et en fait, ces fonctions sont réparties sur différents niveaux. Les fonctions qui sont situées sur les niveaux les plus bas représentent des fonctions spécifiques, tandis que les fonctions qui sont situées sur les niveaux les plus hauts représentent des fonctions plus générales. Notre réseau de neurones, lui, donc c'est un modèle à multicouches. En entrée, donc, va prendre l'expression génétique d'un patient, et en sortie, on va renvoyer donc le phénotype avec la probabilité estimée. Et donc la partie cachée va en fait représenter la génontologie. Donc c'est-à-dire que une couche cachée va représenter donc un niveau précis, et les neurones de cette couche vont être associés au terme Go de ce niveau. Ensuite, on a choisi d'intégrer cette connaissance selon une certaine orientation dans le but de respecter l'objectif d'un réseau de neurones qui est de construire des représentations de plus en plus abstraites des données. Donc, on a fait correspondre les niveaux les plus bas aux premières couches cachées, tandis que les niveaux les plus hauts vont correspondre aux neurones des couches plus profondes. Du fait que les neurones les neurones des dernières couches sont en charge d'extraire des patterns de plus haut niveau,
et les Go termes associés sont des fonctions plus générales. Comme vous pouvez voir ici, on a fait une sélection donc, des niveaux qui est en fait un hyperparamètre de ce modèle. L'une des dernières caractéristiques donc, de nos réseaux, c'est qu'il est totalement connecté. En fait, on va distinguer deux types de connexions. Donc, vous avez les connexions qui sont en rouge, qui correspondent en fait à des connexions dites Go, qui vont représenter des relations entre les termes Go. Alors que les connexions en pointillés, qui représentent en fait donc elles sont dites non Go, et en fait elles représentent aucune connaissance. Elles ne sont pas incluses donc dans la génontologie. Mais par contre, elles vont permettre de connecter des gènes, comme on peut le voir ici, qui ne sont pas encore annotés biologiquement, mais qui peuvent intégrer donc de l'information, contenir de l'information biologique intéressante pour la prédiction. Et donc ces contraintes sont introduites dans le réseau en utilisant un terme de régulation adaptatif qui va permettre de favoriser les connexions Go et pénaliser les connexions non Go. Donc ce terme adaptatif qu'on a nommé LGO, en fait, correspond à une L2 customisée. Donc c'est-à-dire que on va multiplier la matrice de poids de chacune des couches par un produit d'Adamar avec l'opposé donc de la matrice d'adjacence de cette couche. Donc la matrice d'adjacence, elle est écrite de cette manière. Et en fait, si on prend l'exemple de la matrice entre la couche d'entrée et la première couche cachée, 1 en fait va signifier qu'il y a une connexion Go et 0 qu'il y a une connexion non Go. Donc, vu qu'on veut pénaliser les connexions non Go, on va prendre donc l'opposé de cette matrice. Et donc ce terme, LGO, est ajouté donc à la grosse entropie usuelle dans la problème de classification. Et on va ajouter donc un paramètre alpha qui va permettre de moduler et de contrôler donc la pénalité donc sur les connexions non Go. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques résultats. Donc, on a appliqué ce modèle sur les données, donc un jeu de données public qui contient plus de 20 000 patients issus de différents types de tissus, donc c'est un jeu de données assez hétérogène, et pour plus de 50 000 gènes. Et la prédiction ici qu'on a évaluée, c'est la détection donc de cancer, donc c'est-à-dire cancer, pas cancer. Donc, on a mis en place un protocole pour, donc, d'une part, faire varier cet hyperparamètre alpha sur une échelle semi-logarithmique entre 0 et 100. Et pour chacune de ces valeurs, on va apprendre donc 10 fois le modèle. Oui, et 0 du coup correspond à un modèle sans régularisation. En plus de cela, on va comparer le modèle avec des régularisations L1 et L2. Donc c'est-à-dire que ces termes ne vont pas distinguer les connexions Go des connexions non Go. Donc en fait, ce sont des modèles qui vont être qui n'intègrent pas la connaissance. Et on a comparé également avec l'état de l'art. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que notre modèle permet d'avoir des performances similaires avec l'état de l'art, mais je rappelle que l'état de l'art, lui, n'est pas interprétable. Ensuite, si on regarde uniquement donc les courbes, donc celle qui est en vert, donc qui correspond à l'LGO, avec les deux autres courbes bleues et orange qui correspondent à la L1, une régularisation L1 ou L2, on voit que possiblement les informations biologiques sont bénéfiques vu que la courbe verte est au-dessus des deux autres courbes. Ensuite, si on s'intéresse plus particulièrement à l'hyperparamètre alpha, on constate que les performances des modèles diminuent avec des valeurs élevées de alpha. Et ça, c'est dû au fait que la norme des poids des connexions non-Go, elle, va tendance à être de plus en plus proche de 0 au fur et à mesure que alpha soit élevé.
Donc ça permet de vérifier ce graphe aussi que la pénalité soit bien appliquée sur les connexions Go, non Go et non les connexions Go, vu que là on voit que la norme des poids sur les connexions Go reste stable autour de 10 puissance moins 1. Donc on arrive à des points, par exemple, où alpha égale à 100 ici, et le modèle, du coup, a une capacité de prédiction très faible, et ce qui est équivalent à un modèle avec que des connexions Go. Donc certaines connexions non Go semblent nécessaires pour obtenir de bonnes performances. Et comme je le disais, ces connexions, elles permettent de relier des gènes qui ne sont pas encore annotés biologiquement, et peuvent du coup contenir des signatures biologiques intéressantes pour le cancer. Euh, donc du coup, il va falloir faire un choix sur cette valeur d'hyperparamètre et ça doit être en fait un bon compromis, donc on pourrait dire entre interprétabilité et performance. Donc ici, on a choisi la valeur de alpha égale à 10 puissance moins 2. On arrive à une accuracy de 0,92. Certes, on perd un petit peu en performance, mais on gagne en interprétabilité, ce qui est préférable, notamment pour des utilisateurs comme les biologistes. Ils préfèrent avoir un modèle plus interprétable que performant. Maintenant, je vais vous présenter donc des études de cas qu'on a menées avec notre outil. Donc notre outil permet de fournir une interprétation biologique des résultats à 3 niveaux. Donc l'échelle des tissus, donc à l'échelle plutôt globale, la maladie et le patient. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les études de cas qu'on a menées sur le tissu et les tissus et les patients. Donc sur le tissu, on va s'intéresser à comment donc notre modèle détecte-t-il le cancer à partir d'échantillons donc hétérogènes. Donc pour cela, on va, comment dire, construire donc le profil d'activation de chacun des patients qui ont été correctement prédits cancer sur l'ensemble des tissus. On a. Et donc c'est un profil d'activation, c'est-à-dire qu'on va avoir, on va récupérer l'activation de chacun des neurones pour chacune des couches, pour chacun des exemples. Et donc sur cet ensemble de vecteurs, on a appliqué donc une classification ascendante hiérarchique et on peut voir que notamment dans les premières couches cachées, donc, les clusters ont tendance à regrouper des patients issus des mêmes tissus, donc c'est-à-dire que les neurones donc des premières couches vont être en charge d'extraire des patterns propres au tissu. Donc là, c'est lié notamment au fait que les neurones de ces couches sont liés à des termes Go spécifiques, tandis que dans les dernières couches, on voit que les clusters ont plutôt tendance à regrouper des patients issus de différents tissus. Et donc, c'est lié au fait que les neurones des dernières couches vont être plutôt en charge d'extraire des caractéristiques partagées par les différents tissus grâce à des termes Go communs et généraux. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut expliquer la prédiction donc d'un patient. Donc pour cela, on a utilisé une mesure additionnelle d'interprétation qui est le score de pertinence. Donc ce score de pertinence peut être calculé par la méthode LRP, pour Layer Wise Relevance Propagation. Donc c'est une méthode post-hoc, mais l'objectif est complètement différent que des méthodes d'approximation, puisque cette méthode est propre au réseau de neurones et elle permet d'analyser en profondeur le réseau de neurones et de déterminer quels sont les neurones qui contribuent le plus à la prédiction faite sur un patient. Du coup, on va calculer donc un score de pertinence par neurone. Donc comment nous on a appliqué comment on applique en fait notre outil sur un patient. Donc en plus de cette mesure additionnelle, on va appliquer donc DeepGo-Net sur le profil d'expression d'un patient. On va ensuite sur le signal de sortie, on va le rétropropager grâce à la méthode LRP jusqu'à l'entrée, et ça va nous permettre d'obtenir donc du coup le fameux score de pertinence. Pour chacun des neurones, pour chacune des couches. Et ensuite, on va pouvoir classer les neurones en se basant sur ce score pour chacune des couches. Et donc, par exemple, le neurone qui a le rang 1 signifie qu'il a le plus fort score de pertinence. Et donc, par exemple, sur un patient prédit correctement cancer,
avec une probabilité de 0,99. L'outil retourne par couche les 5 premières neurones et importants avec leurs fonctions Go associées. Cela permet de voir quelles sont les fonctions biologiques mobilisées. Donc cet outil d'interprétation peut être aussi complété par une recherche manuelle dans la littérature afin d'identifier donc les liens entre les fonctions retournées et le phénotype prédit. Il faudrait conclure rapidement, Victor. Oui, je conclue rapidement. Je voulais juste vous montrer un exemple où, par exemple, sur la couche 4, 1, on va dire, on a donc des termes qui sont liés à l'activité protéique, donc ça pourrait mettre en évidence une activité protéique désordonnée. Donc on avait un autre exemple sur la couche 4. Pour conclure, donc, on a proposé un outil pour l'interprétation biologique du modèle et des prédictions, qui est compréhensible par les biologistes et les médecins, puisqu'ils ont l'habitude d'utiliser donc cette connaissance. Et ça peut aussi servir pour la découverte biologique, notamment pour les gènes pas encore définis. Finalement, en termes de perspective, comme je vous l'ai souligné, on n'a pas intégré tous les niveaux et les relations de l'ontologie. Donc, une des pistes de nos travaux futurs serait d'explorer de nouvelles architectures, comme les graph neural network, qui s'apprêtent plus sur les graphes. Et enfin, on a utilisé une seule connaissance, donc la génontologie, mais la biologie est très complexe et donc du coup, il faudrait intégrer d'autres connaissances, comme les voies métaboliques. Merci de votre attention. Je suis à l'écoute de vos questions. Merci beaucoup. Alors, il y a une question de Baptiste Bovin. Si tu veux commencer, Baptiste. J'ai des questions aussi, mais je les poserai s'il y a le temps. Est-ce qu'on m'entend? Alors, pas très bien, Baptiste. Vas-y, refais. Et alors là, est-ce qu'on m'entend mieux? Mieux. Ah, parfait. Par contre, il y a un écho. Je vais couper mon son, peut-être. Ah, ok. Donc, ma question, c'est un peu lié à la biologie et au machine learning et surtout à leur interaction possible. Déjà, merci pour cette présentation, c'était très complet et ça a permis de combler des connaissances en biologie qui n'étaient pas présentes pour moi en tout cas et de bien comprendre tout l'exposé. Mais pour pousser un peu plus loin, les connexions non-Go qui sont effectuées par le réseau, est-ce qu'elles ont mené dans certaines expériences pas à des améliorations des connaissances biologiques, mais presque, où on se rend compte qu'il y a une connexion non-Go qui est extrêmement importante pour la classification de certains patients et qu'on se dit que ça peut être intéressant d'aller chercher biologiquement un sens éventuel à cette connexion dans la génontologie pour peut-être compléter ça, parce que je suis pas sûr enfin, je connais pas trop la génontologie, mais peut-être qu'il y a une possibilité de la compléter avec du machine learning, comme on pourrait faire de la découverte de biomarqueurs avec d'autres types de données. Oui, donc exactement, en fait, on peut utiliser cet outil dans ce sens. Donc après, forcément, il faut passer par une validation expérimentale des possibles liens qu'on pourrait établir. Ensuite, on pourrait aussi inspecter donc les fameux gènes qui ne sont pas annotés avec les gènes qui sont annotés et qui comment dire, suivent un même chemin de propagation. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai celui-là qui passe par celui-là, le Go terme, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, le Go Oui, oui. 70 838. Et si le même gène ici passe, enfin le signal passe également plus par ce Go terme, on peut regarder aussi le lien entre ces deux gènes. Mais bien sûr, il faut passer par une validation biologique. Enfin, nous, ça permet de détecter un peu et former en fait de nouvelles hypothèses. Oui, c'est ouais, ok, merci. Ok, merci Baptiste pour ta question. Romaric, tu prends la suite, fais court parce qu'il y a du monde après toi. Ok, donc juste une petite remarque dans la poursuite de ce que disait Baptiste. En fait, quand tu nous donnes les moyennes des poids no-go, c'est pas très parlant. On préférait voir une distribution pour justement voir si c'est une information très très diffuse, plein de petits scores et dans l'ensemble ça donne une bonne agrégation d'informations. Ou est-ce qu'il y a quelques poids go qui auraient été oubliés dans ton ontologie actuelle et qui, même quand tu les étiquettes no-go, ils sont du coup aussi forts que des poids go. Donc ça, Ah oui. tu pourras le faire pour une autre fois peut-être. Mais... En fait, on a fait ces expériences et alors je crois que je sais pas si ça répondrait à votre question. Là, par exemple, on a sur la seconde couche cachée, on a
on a comment dire, Ouais, classé donc les c'est exactement connexions. ça que j'avais en tête, oui. Et en D'accord. fait, on voit qu'il y a des. Donc là, c'est la seconde couche, mais on voit qu'il y a des poids non go qui sont classés avant les poids go. Donc c'est sûr, ça permet aussi de voir un petit peu. Mais il n'y en a aucun d'entre eux qui est quand même au niveau des gros poids Go. C'est-à-dire qu'il n'y a Non. peut-être pas tant de voies métaboliques qui oubliées que ça, ou elles sont pas, ou c'est des voies métaboliques qui sont moins fortes en termes d'impact. Ok. Et autre élément un peu est-ce que quand tu montres ton résultat après au médecin, tu lui dis, ben voilà, c'est tel et tel neurone qui a été activé. Alors, c'est sûr que si on donne ce résultat à un médecin, je pense qu'il risque de pas Alors, forcément tout à ouais, fait ma question comprendre. reste côté machine learning. C'est est-ce que toi, dans vos données, vous avez une information du fait que vous voudriez que sur tel exemple, sur tel échantillon, tel neurone soit activé parce que vous savez que c'est tel gène qui a été exprimé ou telle Alors sur activité ce métabolique? résultat, non, mais en fait, on l'envisage on va essayer d'utiliser cet outil vraiment en pratique sur des données réelles. Et on voudrait, en effet, vérifier ce genre de connaissances. Mais là, sur ce résultat, non, je ne l'ai pas fait. D'accord, ouais. Parce que c'est un truc qu'on pourrait se demander, c'est est-ce qu'il y a moyen dans l'os de rajouter un terme qui force aussi le fait que Oui, réellement le neurone activé, ça corresponde à des informations terrain que vous oui, auriez. on pourrait intégrer, oui, on pourrait intégrer d'autres contraintes en fait, pour en effet forcer plus ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est des pistes à envisager. Oui. Et tout petit détail, ça va, c'est suffisamment rapide, Elisa? Non, mais c'est pas grave. Non, tout petit détail. Dans la logique d'aller découvrir des voies qui ne seraient pas connues, on s'attendra à ce qu'il y ait quelques neurones poubelles, on va dire, par couche, pour voir si il y a ces neurones-là finissent par prendre du poids parce qu'il y a des choses qui ne seraient pas connues et que voilà, qui seraient à construire. Oui, alors ça c'est pareil dans nos résultats. Enfin, dans l'article, vous pouvez trouver dans la rubrique où en fait on a essayé de regarder le lien entre donc un neurone et la fonction associée. Et on a en effet mis en évidence ces neurones. Il y a des neurones qui vont être un petit peu détournés de leur fonction pour laisser passer du signal, notamment des gènes non annotés. Oui, Et ça, d'accord. on l'a souligné dans l'article que vous pouvez voir en ligne, je crois. Très bien, merci beaucoup. Merci. Je vais laisser la parole à Florence. Yves, Mickaël, si vous voulez poser des questions et qu'il n'y a pas le temps, ce que je vous propose, parce que j'en ai aussi, c'est de les poser après par chat directement à Victoria. Comme ça, vous utilisez les bénéfices du distance. Et puis, donc, Florence, vas-y, pose ta question. Ok. Merci Victoria, c'était un très, très intéressant exposé. Je voulais savoir si tu avais considéré d'autres pénalités, parce que je ne sais pas si tu peux remettre le slide avec la présentation de ta pénalité. Hop, Go. voilà. Ouais, je trouvais ça très intéressant, mais je me demandais si, alors d'une part, est-ce que c'est pour des raisons calculatoires que tu n'as pas pris plutôt une norme, au moins une norme L1 Alors, on a essayé la norme L1, mais ça porte. Je crois que dans mes résultats, c'est la L2 qui permettait d'avoir des meilleurs résultats. D'accord. Et sinon, est-ce que tu as, donc C, c'est la matrice d'adjacence, est-ce que tu as pensé à considérer, donc pour Go, hein, pour ton autologie, est-ce que tu as pensé aussi à considérer un Laplacien, enfin quelque chose qui diffuse plus et avec lequel tu pourrais en fait. Oui, alors on a en effet donc là c'était une première on va dire une première étape. Donc effectivement on a pensé à modifier un petit peu ce terme de pénalité en prenant en compte par exemple Laplacien. Ou sinon de carrément, en fait, c'est une des pistes une perspective, c'est d'utiliser les graph neural network, qui pourraient me permettre d'utiliser directement la gérontologie complète. Oui. Ok, super, merci. Le grand chef, il a dit que j'avais le droit de prendre plus de retard, donc Yves, tu peux poser ta question si tu veux. Merci. Donc ma question, c'était liée à l'absence de connaissances dans l'ontologie. J'imagine que les liens, c'est des vrais positifs, mais l'absence de liens, elle est aussi représentative d'un manque de connaissances. Et ma question, c'est est-ce que vous avez une idée
de ce qui, enfin, de la proportion de ce qui manque, quoi. Est-ce qu'il y a des biologistes qui osent se prononcer là-dessus? Alors, ça, la proportion, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que ça s'est évolue cette gérontologie évolue tous les jours. Il y a beaucoup de termes des liens qui vont apparaître, disparaître. Après, ce qui manque, j'ai pas vraiment une idée. Mais par exemple, par contre, ce que je peux vous dire c'est que là, en fait, ce sont pas vraiment des gènes que j'utilise, ce sont des parties de gènes. Et il y avait plus de 33% donc de ces sous-gènes, on pourrait dire, qui n'étaient pas connectés en fait, enfin qui n'ont pas de d'annotation avec un GOTER. Ok, merci.